Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur la Haute République phase 2. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 1 à 10 de The High Republic 2022. Dans cette série de comics de la phase 2 de la Haute République, nous suivons le maître Jedi Vilдар Mak qui se rend sur Jedha pour une nouvelle affectation, un lieu de pèlerinage de tous les adeptes de la Force. Vilдар Mak n'est pas un humain mais un Kiffar, une espèce principalement développée dans l'univers légende via un autre maître Jedi, Quinlan Vos. Les Kiffars proviennent de deux planètes voisines, Kifu et Kifex, dirigées par le clan Vos pendant environ 300 ans dans les légendes et dans les dernières années de la République galactique. Et justement, durant son voyage vers Jedha, Vilдар Mak a un souvenir de son passé lorsqu'il avait 4 ans avant qu'il ne soit trouvé par les Jedi sur Kifex, où un sorcier de Thund a massacré son peuple. Les sorciers de Thund sont un groupe associé au côté lumineux de la Force, et dont ceux qui succombent au côté obscur sont bannis, comme l'individu qui a attaqué le peuple de Vilдар Mak sur Kifex il y a des années. Mais les sorciers de Thund proviennent de l'univers légende, où il s'agit bien d'un ordre affilié au côté obscur de la trilogie de romans de l'Indo-Calrissian Adventures. D'ailleurs, le design des sorciers de Thund sur Jedha est assez différent de ceux de l'univers légende, mais l'ancien design a été repris pour cette version obscure du passé de Vilдар Mak. À bord du transport qui le mène à la ville sainte, Vilдар Mak est abordé par un pèlerin Sarkhan, une espèce inventée pour l'édition spéciale d'Un Nouvel Espoir de 1997, où elle fait partie des nouveaux aliens de la Cantina avec le personnage de Melas. Une fois arrivé, Vilдар rencontre la padawan Twi'lek Massia Kasli, avec qui il formera le duo principal durant l'histoire de ses comics. Deux Jedi, un maître Kiffar et une padawan Twi'lek, cela n'est pas sans rappeler Quinlan Vos et Ayla Secura. Dans le canon, nous savons que Quinlan a bien été le maître Jedi d'Ayla, mais c'est surtout dans les comics légendes que leur relation est développée. Dès l'arrivée de Vilдар sur Jedha, Massia lui rappelle qu'il devait à l'origine se rendre sur la ligne de front Togruta. Il s'agit d'une référence à une mention dans le roman L'Orage Gronde, écrit par le même auteur qu'Avan Scott, où il est évoqué les tensions entre les Jedi et les Togruta qui sont présentes depuis près de 200 ans. Et donc ici, 150 ans dans le passé, on peut justement découvrir que le conflit est bel et bien présent, avec même la formation d'une ligne de front. Dans les rues de Jedha, Vilдар Mak et Massia Kasli croisent une oratrice qui s'adresse à la foule en se proclamant comme être Ran Yaltan, dernière des diseurs de vérité de Pfash, avant d'être interrompue par un véritable diseur de vérité de Pfash. Cet ordre religieux lié à la Force est original, mais les Pfashi sont une espèce qui existait déjà dans l'univers légende, inventé pour le roman L'Héritier de l'Empire, premier tome de la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fu, et dont on retrouve des individus comme dans une histoire se déroulant 700 ans avant la bataille de Yavin, où un Jedi noir Pfashi a été chassé et tué sur Dagobah par une escouade de Jedi. Et pour rester sur les espèces, l'assistante de Ran Yaltan, chargée de récupérer l'argent de cette escroquerie, d'ailleurs appelée ici The Kell, est une Kessurienne, une espèce de l'ascension de Skywalker. Intervient un mystérieux individu du nom de Tai Sirek qui est un gardien des Whills, mais aussi un Sephi. On reste donc sur les descriptions d'espèces avec les Sephi qui étaient déjà présents dans le canon comme mentionné dans le roman Tarkin ou apparaissant dans la nouvelle Mercy Mission du recueil The Rise of the Empire. Mais les Sephi proviennent une nouvelle fois de l'univers légende. C'est dans le one-shot de comic Jedi Yoda que cette espèce a été inventée, où on suit un Yoda contraint d'affronter un de ses anciens amis, le Sephi Alaric, roi de Sustra, qui a rejoint les rangs du comte Dooku suite à la bataille de Geonosis pendant la guerre des clones. Et selon Leland Shee, chargé de la continuité de la database chez Lucasfilm, toutes les espèces aux oreilles pointues peuvent être considérées comme des Sephi ou des espèces proches des Sephi, donnant des indications sur des personnages ambigus comme les maîtres Jedi Faye Alekos Toussaint des comics République et Tales. Et aussi, Tai Sirek est armé d'une arbalète laser légère comme Chirrut Imwe, un autre gardien des Whills à l'époque impériale. Un autre individu se joint à la conversation entre Tai Sirek et le diseur de vérité de Pfash, c'est un Clantani et un disciple de l'œil noir, une énième religion présente sur Jedha. Mais les Clantani sont ici canonisés puisque cette espèce provient du jeu vidéo Bounty Hunters, où d'ailleurs leur nom est orthographié différemment avec Clanta'ani. Vilдар Mak surprend ensuite Tai Sirek près du cadavre de la sœur Kara au sanctuaire de Sarav et décide de l'arrêter, mais le Sephi se défend avec des phéromones spécifiques de son espèce, mais il les fait passer pour une technique de la Force tellement peu utilisée qu'elle est considérée comme une légende par Vilдар, le Morikro, aussi appelé le toucher de la mort. Le Morikro est la technique qui consiste à ralentir, voire arrêter les fonctions vitales d'un individu ou de soi-même. La maître Jedi Yaddle est notamment capable d'utiliser un tel pouvoir, mais dans l'univers légende, cette technique est tellement dangereuse qu'elle est proscrite par l'ordre Jedi.
La fin du premier numéro contient une histoire bonus qui s'appelle Paix et Unité. Cette histoire débute avec la Jedi Olivia Zeveron qui médite face à une statue géante de Jedi. Cette statue s'appelle le Dernier Protecteur et Olivia explique que 4 de ces statues existaient à l'époque où les Jedi gouvernaient Jedha City. Apparemment, il ne resterait qu'elle, mais lors de la bataille de Jedha qui se déclenchera juste après, la statue sera détruite. Mais le Dernier Protecteur a déjà été vu. En effet, dans Rogue One, dans une scène, on voit une statue géante de Jedi effondrée, il s'agit de celle-ci. Et d'ailleurs, la statue présente un faux raccord dans le film, puisque dans certains plans, elle est couchée d'un côté et de l'autre dans d'autres plans, probablement à cause du montage du film qui a retourné des images. Ainsi, c'est cette série de comics qui vient rétablir la vérité, le Dernier Protecteur est tombé sur son flanc droit, comme sur le plan large après que Body Rook ait été capturé par les partisans de Saw Gerrera, mais pas comme les plans serrés de la même scène. Mais il y a un petit détail que je voudrais relever, c'est qu'Olivia Zeveron parle de 4 statues à l'origine dont il n'en reste qu'une seule. Cependant, on a déjà vu d'autres statues géantes de Jedi sur Jedha dans le jeu vidéo Jedi Survivor avec une statue presque effondrée d'un Autolan et un Tarsent pris dans des échafaudages. Mais bon, cela ne veut pas forcément dire qu'Olivia a tort car elle parle probablement de Jedha City spécifiquement et Cal Kestis explore un autre endroit de la planète. Olivia sort de sa méditation suite à l'appel holographique de la maître Jedi Libon qui lui demande de se rendre à une réunion de la Convocation de la Force. Libon est une Célonienne, une espèce de l'univers légende inventée pour le comic strip Gambler's World. Dans le légende, les Céloniens ont des représentations assez variées selon les œuvres, mais le canon a choisi leur design vu par exemple dans le supplément de jeu de rôle Étoile de la Providence d'aux confins de l'Empire. La Convocation de la Force est-elle la réunion des principaux groupes religieux de Jedha dans le but de favoriser la discussion, même si ce point n'est pas toujours respecté. Parmi les membres de la Convocation, on retrouve les disciples des Whills, les Falanassi, les Lonto, les Matukai, l'Ordre Jedi, les Gardiens des Whills, l'Église de la Force et les Sorciers de Thund. Et durant les événements de la bataille de Jedha, la voix de la main ouverte tentera d'accéder à la table de la Convocation de la Force. Je ne vais évidemment pas vous présenter l'Ordre Jedi, les disciples et gardiens des Whills viennent de Rogue One, on a déjà parlé des sorciers de Thund, et l'Église de la Force a été introduite pendant le réveil de la Force. À propos de ces derniers, j'ajouterai juste que leur représentant ici, Killan Dara, est une Airu, une espèce pacifique du roman légende Le Spectre du Passé. Les Lonto ne sont pas une organisation mais une espèce et sont originaux, mais les 2 derniers groupes sont des références à l'univers légende, à commencer par les Falanassi. Ce groupe religieux appelle le côté lumineux de la force le courant blanc et le côté obscur la voie obscure, et est capable de créer des illusions de force, un pouvoir appelé Simil Futurus par les anciens textes Jedi et également maîtrisé par Luke Skywalker lors de la bataille de Krayt. Dans l'univers légende, les Falanassi sont un groupe uniquement de femmes, comme les sorcières de Dathomir, et ne savent pas maîtriser la force d'une manière physique comme avec de la télékinésie, mais uniquement en créant des illusions, comme dans leur introduction dans la trilogie de romans La crise de la flotte noire. Et enfin, les Matukai sont ici représentés par le Keldor Waranval, mais proviennent du supplément de jeu de rôle légende Hero's Guide. Ce dernier les décrit comme une organisation d'adeptes de la Force qui utilisent leur corps pour communiquer avec la Force. Les Matukai ont été fondés par une femme humaine sur Carvos II qui avait découvert sa sensibilité à la force en pratiquant une forme d'art martial. Le jeu vidéo Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords présente de nombreux objets Matukai et on peut remarquer que l'arme du Keldor de la Haute République est exactement la même que celle de la représentation des Matukai dans Hero's Guide. La tranquillité du Conseil de la Convocation de la Force est troublée par l'arrivée de l'émissaire des Yakombe, une autre organisation qui a été par le passé associée au côté obscur de la Force. Les Yakombe avaient été cités dans le dodrama Dooku Jedi Lost lorsque Dooku et Saifo Dyas s'étaient introduits dans les archives des artefacts interdits, une collection Bogan et une section interdite des archives Jedi située dans le temple Jedi de Coruscant, où ils ont découvert plusieurs artefacts appartenant à des groupes tels que les Sith, les sorciers de Thund et les Yakombe. L'émissaire est accompagné d'un Ximpi, un petit être sentient qui accompagne souvent des individus muets ou qui ne veulent pas élever la voix pour leur servir de porte-parole. Et Cavan Scott, l'auteur des comics de la Haute République, a révélé que le design de cet émissaire était inspiré du Jedi de droite de ce concept art de la Haute République. Sur ce concept art, on peut d'ailleurs retrouver des versions préliminaires de beaucoup de personnages de la Haute République avec Orla Jareni, Tai Yorick, Vildarmak, Estala Maru, Avar Kriss, Terek et Seret, Skir, et du coup l'émissaire des Yakombe. Il y a même un Lothlu de Rebels.
Et ce numéro spécial se conclut sur l'arrivée à la convocation de Radicaz Dobbs, surnommé Sunshine, un prospecteur amadoué par la mère de la Voix de la Main Ouverte qui fait ses sales besognes, comme on l'avait déjà vu dans le roman La Voix de la Dupree. Le deuxième numéro s'ouvre sur le réveil de Vildarmak suite à son anesthésie par les phéromones de Taïsirek et il se relance directement dans son enquête en utilisant un pouvoir très particulier, la psychométrie. La psychométrie consiste à ressentir des émotions ou à voir des images liées à un objet ou un lieu en le touchant ou en s'en approchant. Vildarmak étant un kiffard, la référence de ce pouvoir va bien évidemment à Quinlan Vos, qui est connu pour son pouvoir de psychométrie lors de la guerre des clones, mais on pourrait aussi parler de Cal Kestis dans les jeux vidéo Jedi, ou encore Ahsoka Tano dans sa série live action. En suivant les traces de la vision de Vildar, les Jedi tombent sur des adeptes de la Voix de la Main Ouverte qui prônent leur vision de la Force qui aurait besoin d'être libérée. L'individu qui dirige cette foule est une Kermienne du nom de Jaidin, une espèce de Lamnas Fantôme avec le Jedi Yarael Poof, qui est d'ailleurs déjà présent sous la Haute République, au moins dans la phase 1, soit 150 ans plus tard. Vildarmak et Massia Kasli parviennent finalement à leur destination, un bar nommé l'Illumination. Le nom du lieu est d'ailleurs écrit en Aurebesh au-dessus de la porte, et il est intéressant et surprenant de noter que l'Aurebesh a été traduit en français, puisqu'en VO il est écrit Enlightenment, chose qui se fait jamais. Et en fait, le nom n'est traduit que dans cette case, l'histoire revient plus tard dans le bar, et c'est de nouveau Enlightenment qui est écrit. L'Illumination est un lieu dont on a déjà parlé dans les références de l'autodrama de la bataille de Jedha et qui est dirigé par le Villarandi Craydon Minst et gardé par les sœurs paillettes de Glouvan, Camille et Delphine. Quand les Jedi rentrent dans le bar, elles paraissent un peu bourrues, mais Craydon les rassure en leur disant qu'elles sont les meilleures videuses de ce côté de Searater, un lieu de la galaxie identifié sur une carte du Smuggler's Guide de Maskanata où il y a caché un trésor. Searater se situe à l'extrémité sud-ouest de la galaxie dans les régions inconnues et n'est pas très loin de planètes importantes de la Haute République comme Dalna, Eiram ou Erono. Jedha cependant est bien plus au nord mais se trouve tout de même sur la partie ouest du noyau comme Searater. À l'Illumination, Craydon propose aux Jedi une boisson entre le lever de soleil élysien, une perte du pénitent ou un trait de Revnog. Le Revnog est la boisson que boivent les agents des Prémors sur Morlana dans l'introduction de la série Andor. Après le passage à l'Illumination, Taïsirek part vendre le sabre laser qu'il a volé à Vildarmak dans une ruelle à un certain Brief qui est un Kondoloran, une espèce qui provient de la série Obi-Wan Kenobi. Mais dans les marchandises de Brief, Taïsirek dit reconnaître du Kyber. Le Kyber est un cristal utilisé notamment par les Jedi comme alimentation de leur sabre laser, mais ce Kyber-là est une statue sculptée de l'oiseau stellaire. Le Séphi l'a reconnu car il a été un gardien des Whills et connaît donc les fameuses statues de Kyber conservées dans le temple du Kyber, le plus haut bâtiment de la ville. Dans les premiers jours de l'Empire, le collectionneur Dokandar a tenté d'en voler une et on apprend alors qu'à cette époque, il n'y a pas moins de 2304 statues. L'Hitorien parviendra tout de même à en récupérer une pour sa collection, ce qui fera de ces statues la dernière après que l'Empire ait anéanti la ville avec l'étoile de la mort. Mais la statue est donc celle d'un oiseau stellaire, aussi appelé Phénix, une figure légendaire apparemment immortelle. Il semblerait que lorsque l'oiseau stellaire meurt, il se renouvelle au cœur d'une nova. Sabine Wren, de la série animée Rebels, a réalisé un croquis de l'oiseau stellaire visible dans le livre de référence Sabine Journal d'une rebelle, et c'est exactement de ce dessin qu'a été inspirée la statue de Kyber. Sabine a ensuite utilisé une version stylisée de l'oiseau stellaire comme signature personnelle, repris par la suite par l'Alliance pour restaurer la République, la Nouvelle République et la Résistance. Et l'oiseau stellaire représenté par cette statue s'appelle l'oiseau de feu de Kolzassa, une relique qui date du 3e cataclysme selon les gardiens des Whills. Le 3e cataclysme ne correspond précisément à rien de connu, mais pourrait faire référence au 3e grand schisme de l'univers légende. Dans le légende, l'ordre Jedi a connu 4 grands schismes, c'est-à-dire des guerres civiles au sein de son ordre, opposant souvent les Jedi traditionnels aux Jedi noirs. Ainsi dans le légende, le 3e grand schisme a eu lieu 2450 ans avant Yavin et est assez mal référencé, provient à l'origine du beau livre The New Essential Guide to Characters. Vildarmak, Massia Kasli et Taïsirek se rendent ensuite au temple du Kyber où ils se font arrêter par les gardiens des Whills, représentés par plusieurs aliens, dont un Fallin, une espèce connue pour diriger le Soleil Noir, un des principaux syndicats du crime de la fin de la République et de l'Empire Galactique.
L'histoire enchaîne alors sur un flashback 5 années dans le passé lorsque Taysirek était encore un gardien des Wills. Il assiste à une scène où son futur compagnon droïde Scout tente de voler des affaires à une Gotal, une espèce de la cantina d'un nouvel espoir sur Tatooine qui donnait de l'argent à un jeune Kragmoloïde qui en réalité arnaquait la Gotal. Les Kragmoloïdes sont une espèce ici canonisée et originaire de la mini-série de comics légende Underworld. De retour au temple du Kyber, les Jedi sont accueillis par 2 archivistes, Ferric Oralani et Zemeg, qui sont respectivement un Dressélien et un Talpidien. Les Dresséliens viennent du retour de Jedi avec le soldat de la rébellion Ori Marco et les Talpidiens de l'ascension de Skywalker avec le spécialiste en armes de la résistance Upper Tenrex. Dans le flashback, Taysirek s'entraîne avec le Fallen Oakland Vis qui mentionne High Jed, une colonie de Jedi que parcourt Luke Skywalker dans les comics de 2015 après le tir de l'étoile de la mort. Le jeune Kragmoloïde qui s'appelle Flim mentionne le Wicket en parlant du Wicket Ball, un sport que jouait Avon Staros sur Coruscant dans le roman de la phase 1 de la Haute République, une épreuve de courage. En pourchassant Flim, Taysirek tombe sur l'individu qui engage des enfants pour voler les passants, Hans Wozo, un Inlechat. C'est une canonisation d'une espèce des comics de 1977 où leur spécificité était qu'elle ne pouvait pas respirer à l'air libre, étant une espèce entièrement aquatique. Et ce détail est évidemment repris ici avec cet Inlechat qui porte un bocal d'eau sur la tête et c'est en le brisant que Taysirek le tue. À la fin du 3e numéro, une bombe explose au sein du temple du Kyber et tous les indices accusent Taysirek. Il est alors emmené en cellule par 2 gardiens des Wills, dont un y tient une espèce apparue pour la première fois dans le canon dans le roman Catalyseur, mais provenant encore une fois du légende avec le chasseur de primes Kar Yang engagé par le Soleil Noir dans la mini-série de comics Les Ombres de l'Empire, Évolution. De son côté, Vildarmak a en partie dévié le souffle de l'explosion, mais en a pas mal souffert. Il a été emmené par Massia Kasri à l'immeuble de la Convocation pour être soigné par une Falanassi. C'est elle qui annonce la mort de l'archiviste Zemeg en disant qu'il a rejoint le jardin de l'au-delà. La notion de l'au-delà dans Star Wars existe depuis La Revanche des Sith lorsque Yoda parle du retour de Qui-Gon Jinn de cette dimension, mais George Lucas l'avait déjà imaginé à l'époque du Retour de Jedi, d'après le livre The Annotated Screenplays qui compile les scénarios originaux ainsi que les versions revisitées de 1997 de la trilogie originale. Mais avant La Revanche des Sith, l'au-delà a déjà été illustré dans la série de comics légendes de 1977 avec les jumeaux Denin et Vila, prince et princesse de Naldar, qui furent entraînés sur les voies de la force dans l'au-delà par Yoda lui-même. L'histoire principale rattrape alors ce qui avait été installé dans la partie bonus du premier numéro avec l'arrivée de la voie de la main ouverte à la convocation de la force, avec Sunshine dont on avait déjà parlé, le héros de la main ouverte Wersplaus, ainsi que Yanaro, l'ancêtre de Marchion Ro que l'on avait découvert dans la voie de la Dupri. Et Yanaro est en possession du sceptre des saisons, un artefact de force capable de contrôler les sans-noms. À lui seul, le bâton permet d'attirer les sans-noms avec un certain contrôle sur eux, mais ce n'est qu'en combinant le sceptre des saisons et le sceptre de l'aube, formant ainsi le sceptre du pouvoir, qu'il est possible de contrôler totalement les créatures. Le sceptre des saisons appartenait à la famille royale inestienne avant d'être volé par des membres de la Voie de la Main Ouverte dans le roman La Voie de la Dupri. 150 ans plus tard, Marchion parviendra à mettre la main sur le sceptre des saisons et sur l'égaliseur, le sans-nom que l'on retrouve ici dans les rues de Jeddah et qui fait perdre la tête à Tarnamiak, le sorcier de Thund qu'avait croisé Vildarmak en arrivant sur Jeddah. Dans le numéro 5, la bataille de Jeddah éclate avec le sans-nom qui brouille la vision de tous les êtres sensibles à la force et ils sont nombreux et puissants sur Jeddah. Parmi les membres de la foule, il y a un Bessalisk qui tente de s'en prendre à Olivia Zeveron, une espèce de l'attaque des clones avec l'ami cuisinier d'Obi-Wan Kenobi Dexter Jester, qui est d'ailleurs présent à cette époque puisqu'on le retrouve dans la série de comics jeunesse La Haute République et les Aventures. Pendant ce temps, le héros de la main ouverte, Wersplaus, a revêti d'armure de combat et avec des fidèles, il est parti attaquer le temple du Kyber pour récupérer le sceptre de l'aube et reformer le sceptre du pouvoir. Parmi les gardiens des Wills qui tentent d'arrêter les assaillants, il y a le Fallen Oakland Vis, mais aussi un Gran, une espèce du retour du Jedi, ainsi qu'un Shistavanen, une espèce d'un nouvel espoir. Cependant, le sceptre de l'aube ne se trouve finalement pas dans le temple du Kyber, mais dans le dernier protecteur, la statue géante de Jedi qui se situe en dehors de la ville, où le héros y a déjà envoyé une équipe.
Parmi ces attaquants, il y a un Nishitib, une espèce également du retour de Jedi, ainsi qu'un Arch, une espèce de la série animée The Clone Wars avec l'amiral Trench de la Confédération des systèmes indépendants. Et en arrivant face à cette foule, la Jedi Libon reproduit le célèbre Akira Slide, un dérapage en moto venant de l'anime Akira et repris à d'innombrables reprises dans des médias très variés. Le numéro 6 s'ouvre sur un résumé de l'avancée de la bataille de Jedha, ce qui nous permet d'apercevoir la Jedi Silandra Shaw avec son fameux bouclier. Silandra Shaw a d'abord été présentée avec sa padawan Rooper Nitani dans le roman jeunesse La quête de la cité perdue, mais s'est retrouvée sur Jedha pendant les événements des comics. La bataille de son point de vue est racontée dans l'audio-drama La bataille de Jedha. De son côté, Vildarmak a été enseveli sous les décombres d'un bâtiment qu'il maintient avec la force, protégeant des membres de la Voie de la main ouverte, dont un Alina, une espèce de Lamna Fantôme avec le pilote de module Ratz-Tyrell. Un autre flashback de la jeunesse de Vildarmak montre un Jedi venu à la rescousse de son peuple face aux sorciers de Thund du côté obscur. Ce Jedi se nomme Larty et est un Selkas, une espèce inventée à l'origine pour le jeu vidéo légende Knights of the Old Republic. Le sceptre de l'aube se trouvait dans la statue du dernier protecteur car les Jedi y avaient installé une chambre forte contenant une collection Bogan. Une collection Bogan est un endroit secret des Jedi dans lequel se retrouvent des artefacts du côté obscur. Le flambeau stellaire dans la phase 1 de la Haute République possédait une chambre forte appelée Bogan, qui a été utilisée pour maintenir en stase la grande progénitrice des Drengir. Et dans l'audio-drama Doku Jedi Lost, on découvre sous le temple Jedi de Coruscant l'archive des artefacts interdits, qui contient entre autres le sabre laser de Dark Krall, le masque de Dark Momin et des artefacts liés aux sorciers de Thund et aux Yakombe. Le nom Bogan est souvent utilisé pour symboliser le côté obscur de la force, tandis qu'Ashla est le côté lumineux. Le Bendu dans la série animée Rebels, qui est une manifestation neutre de la force, mentionne ces deux termes pour parler des deux faces de la force. Jedi and Sith wield the Ashlar and Bogan, the light and the dark. I'm the one in the middle, the Bendu. On retrouve aussi dans l'univers légende la planète Tython qui a accueilli les Jedi, les ancêtres des Jedi, avec deux lunes, Ashla et Bogan, où étaient envoyés respectivement les êtres trop penchés vers la lumière ou l'obscurité. Parmi la collection Bogan de Jedha, Tei Sirek trouve un artefact Sith, la main de Siberus. Ce nom fait référence à Dark Siberus qui, selon la légende, serait une Sith qui à un moment donné a maintenu un empire et a réussi à vaincre tous ses adversaires. Elle en vint donc à craindre l'idée de vieillir et de ne plus pouvoir affronter un adversaire digne de ce nom dans la galaxie. Elle élabora donc un plan pour prolonger sa beauté et sa durée de vie en s'enfermant dans de la carbonite et en laissant le temps s'écouler en hibernation alors que son empire tombait dans l'oubli. Dans le cadre de son plan, Siberus a semé des histoires sur une riche princesse dans tout l'espace sauvage, en l'espoir d'attirer de futurs explorateurs qui essaieraient alors de la trouver et de la réveiller de son hibernation. Une fois réveillée, Siberus volerait alors les énergies vitales des explorateurs pour conserver sa beauté et sa longévité. Ensuite, elle examinerait la galaxie et vérifierait si elle est enfin prête à être conquise. Cependant, après avoir mis son plan à exécution, Siberus se trouvait souvent insatisfaite de l'état dans la galaxie après son réveil, ce qui l'a menée à s'enfermer encore et encore dans la promesse de trouver un jour un moment où elle serait vraiment prête à conquérir une galaxie à son goût avec un grand héros digne d'être son adversaire. Cette histoire est une légende dans l'univers canon, racontée dans la nouvelle The Sleep of Ages du recueil Dark Legends, écrit par George Mann. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir notre critique en live que nous avons fait sur Twitch et disponible sur notre chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant la notification si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.